Tu as une dissertation à faire pour demain, mais tu ne sais pas par où commencer? Le sujet est encore un mystère pour toi? Tu lis ton texte, mais tu ne sais pas comment trouver tes idées? Tu es venu au bon endroit. Cette capsule te guidera à travers toutes les étapes de la préparation de ta dissertation, de la compréhension du sujet aux différentes parties de ton texte, en passant par le repérage de tes idées. Nous avons tout prévu pour que tu puisses élaborer un plan béton sans t'arracher les cheveux. Voici donc les 4 principales étapes de la démarche à suivre. Tout d'abord, il faut lire et comprendre la question de recherche. Ensuite, il faut lire et analyser son texte en fonction de la question, en faisant d'abord une première lecture, puis une deuxième lecture en notant les passages du texte qui semblent répondre à la question. La troisième étape est ensuite de rédiger son plan qui comprend l'introduction, le développement et la conclusion. Puis on finit par rédiger son texte grâce à son plan béton. Pour t'aider, tu retrouveras un plan vierge dans la description de cette vidéo que tu pourras remplir par toi-même. Il y a plusieurs étapes à la compréhension de ton sujet. D'abord, le sujet de ta rédaction peut être présenté sous forme de question ou d'affirmation, mais dans tous les cas, il t'exige une prise de position. Il existe 3 types de sujets. Le sujet simple, qui contient un seul élément à analyser, le sujet complexe, qui contient au moins 2 éléments à analyser, et le sujet comparatif, qui contient 2 éléments à comparer. Pour le sujet simple, un exemple de question pourrait être « Dans le conte, le paysan devenu médecin, le paysan est présenté comme une victime. Discuter. » Dans ce cas-ci, le paysan est l'élément à analyser. Un exemple de sujet complexe pourrait être « Est-il juste d'affirmer que dans l'extrait de la pièce intitulée Cendre de cailloux de Daniel Dany, les personnages de Clermont et de Shirley font preuve de faiblesse. Clermont et Shirley sont dans ce cas-ci les 2 éléments à analyser. » Pour l'exemple de sujet comparatif, la question pourrait être « Dans les 2 extraits, peut-on dire que les 2 filles entretiennent une relation semblable avec leur mère? » On peut reconnaître le sujet comparatif grâce à certains mots-clés comme « de la même façon »,« semblable »,« similaire »,« différent ». Après avoir déterminé le type de sujet proposé, il faut que tu détermines les principaux points de vue et ensuite choisir un des 2. C'est ce qu'on appelle « prendre position ». Par exemple, pour la question « Est-il juste de dire que la femme est présentée comme un être angélique dans l'extrait proposé? » Si l'on choisit le point de vue « oui », il faut le formuler en transformant la question en affirmation. La position sera alors « La femme est présentée comme un être angélique ». Si on choisit de prendre le point de vue « non », il faut le formuler en employant une formulation négative ou une formulation contraire. La position sera alors « La femme n'est pas présentée comme un être angélique » ou « La femme est présentée comme un être diabolique ». Lire et analyser son texte. Plusieurs stratégies existent pour t'aider à trouver tes idées efficacement dans un texte. Il est important de lire ton texte avec une intention. Nous te présenterons une méthode qui comprend 2 lectures avec 2 intentions différentes. Ta première lecture devrait se concentrer sur la recherche d'informations pertinentes pour répondre à la question. Tu peux utiliser 2 marqueurs de couleurs différents pour souligner les passages qui répondent au point de vue oui ou au point de vue non. Tu peux utiliser la question comme une lampe de poche pour t'aider à repérer les mots-clés et les passages qui y sont liés. Ta deuxième lecture devrait avoir pour but de trouver des citations, des figures de style, des champs lexicaux et bien d'autres qui te serviront de preuve pour chacune de tes idées. Je te suggère d'ailleurs d'aller voir la capsule de SOS Français sur les figures de style pour t'aider à les repérer. Le lien est dans la description. Comment faire le tri de nos idées? Pour être en mesure de trouver de bonnes idées principales, de bonnes idées secondaires et des arguments béton, il faut d'abord faire le tri de nos passages notés pendant la lecture. La première étape est de faire une tempête d'idées qui sont en lien avec le sujet et qui pourraient répondre à la question. Ensuite, il faut rejeter les passages, les mots et exemples qui, après réflexion, ne sont pas en lien avec la question. La troisième étape est d'ensuite regrouper les idées qui peuvent être traitées ensemble, comme 2 à 3 idées qui s'opposent, 2 à 3 idées semblables et 2 à 3 idées qui se complètent. Ça va alors être nos idées secondaires. L'étape numéro 4 est de regrouper les 3 idées secondaires dans 2 affirmations qui seront les idées principales, qui englobent chacune des 3 idées regroupées ensemble. La 5e étape est alors de repérer les passages soulignés dans le texte qui pourraient servir d'exemple, comme les figures de style, les citations pertinentes, les exemples, les champs lexicaux, les thèmes principaux et le style d'écriture. Voici donc un exemple avec la question « Montrer comment le poème de Chauveau joint la neige au thème de l'enfance ».
On va tout d'abord faire la tempête d'idées. C'est donc la collecte d'éléments relatifs à la neige, l'élément principal de la question. On va donc ensuite rejeter les passages qui ne sont pas importants. On va regrouper les idées qui peuvent être traitées ensemble. Puis, on va regrouper les idées secondaires pour former les idées principales. Ensuite, on va repérer les passages soulignés dans le texte qui peuvent servir d'exemple. Cette étape a pour fonction de regrouper les éléments de réponse. À partir de ces éléments, on les trie afin de trouver les idées ainsi que leurs citations qui nous serviront de preuve pour l'analyse littéraire. On regroupe ensuite ces idées autour des idées principales. Voici donc comment trouver vos idées principales, secondaires et écrire de bons paragraphes de développement. Maintenant que tu as bien lu et annoté ton texte, il ne te reste qu'à choisir ton point de vue. Pour te préparer à la rédaction de ton développement, tu peux regrouper tes idées et essayer d'en tirer des thèmes qui formeront tes idées principales. Tu es maintenant prêt à rédiger ton plan. Ton plan sera composé d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Tous les textes doivent débuter avec une introduction claire et concise. Le texte argumentatif ne fait pas exception à cette règle. L'introduction est essentielle pour accrocher le lecteur et lui présenter de manière rigoureuse le sujet, la thèse défendue et la structure générale du texte. Cependant, avant d'être capable d'écrire une bonne introduction, il est important de se familiariser avec les éléments qui la composent. L'introduction commence tout d'abord avec le sujet amené, puis le sujet posé et se finit avec le sujet divisé. Le sujet amené est la première partie de l'introduction et la plus générale. Dans cette partie, on introduit le sujet sans le nommer. Le sujet amené est une portion de texte dans lequel il n'y a ni argument ni thèse. L'objectif est d'intéresser le lecteur. Dans le sujet posé, on rentre dans le vif du sujet. On présente clairement le sujet à partir duquel une prise de position s'impose. On pose le sujet tel qu'il est pour ensuite formuler la thèse, l'opinion centrale du discours argumentatif, qui sera défendue tout au long du texte. Dans le sujet divisé, on présente la structure du développement, c'est-à-dire les arguments qui seront avancés pour défendre la thèse et ainsi convaincre le lecteur. Ce ne sont pas tous les arguments qui seront défendus qu'on présente en sujet divisé, mais bien les 2 ou 3 idées principales des 2 ou 3 paragraphes du texte. Si les gens ont souvent du mal à rédiger leur introduction, c'est principalement parce qu'ils manquent d'inspiration pour leur sujet amené. En effet, ils savent ce dont ils vont parler, le sujet posé, comment ils vont en parler, le sujet divisé, mais ils ne savent pas trop comment introduire le tout. Ainsi, voici quelques conseils pour savoir quoi faire et ne pas faire quand on amène un sujet. On peut faire un remue-ménage de mots et d'idées reliés au sujet sans chercher un ordre logique. Pour ce faire, on peut dégager un champ lexical lié au sujet ou au thème. Par exemple, pour le thème de la pollution, on a plusieurs exemples tels que déchets, environnement, écosystème et autres. Le deuxième conseil est de faire une mise en contexte à partir du remue-ménage fait précédemment en utilisant un exemple, un fait général ou d'actualité, une question ou un aspect social, historique ou économique. Le dernier conseil est de s'assurer de créer un lien solide avec le sujet posé qui suit le sujet amené. Pour ce faire, il est important que les idées se suivent de façon logique et fluide. On peut intégrer un ou des marqueurs de relation. Maintenant, voici ce qu'il faut éviter de faire. Des généralités, comme depuis la nuit des temps, tout le monde sait que, il va sans dire que. Il faut aussi éviter d'amener le sujet de façon trop générique. Le sujet amené est la partie la plus longue de l'introduction, puisqu'elle doit annoncer les principales idées de notre texte. C'est aussi la partie la plus générale. Cela dit, elle ne doit pas être trop générale. On ne doit pas se contenter d'affirmer des évidences. Si on fait une dissertation sur l'importance de l'éducation dans une œuvre X, il ne suffit pas de dire que l'éducation est quelque chose d'important. Il faut aussi éviter de parler du sujet posé dans le sujet amené. Certaines personnes ont tendance à vouloir discuter du sujet ou de leur thèse dans le sujet amené. Pour éviter une telle erreur, rappelez-vous de l'astuce de l'entonnoir. Le sujet amené est au tout début, donc on reste dans tout ce qu'il y a de plus général. Ensuite, il y a le sujet posé, puis le sujet divisé. Plus on avance, plus c'est précis. Passons au développement. Le développement peut avoir 2 formes différentes selon le choix.
La première forme est composée de 2 paragraphes de développement composés de 2 idées principales et de 3 idées secondaires chacune. La deuxième forme est de 3 paragraphes de développement composés de 3 idées principales et de 2 idées secondaires chacune. Tu pourras trouver dans la description les plans présentant ces 2 formes possibles pour la composition du développement. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Passons maintenant à l'explication de quelques concepts. Les marqueurs de relation servent à établir un ordre logique entre les paragraphes. On peut utiliser des mots tels que d'abord pour commencer, pour continuer, ensuite, cependant, par opposition, dans le même sens, etc. Je t'invite à aller voir en description. Nous y avons mis un lien qui te permettra de voir une liste de plusieurs marqueurs de relation que tu pourras utiliser dans ton texte. Les idées principales répondent au pourquoi de la question. Elles donnent une réponse claire sur le point de vue exploré dans le texte. Elles restent tout de même assez générales afin d'être capable de les décortiquer en idées secondaires. Les idées secondaires, quant à elles, répondent au comment des idées principales. Elles sont claires et précises et sont accompagnées d'un exemple pour les mettre en contexte. Un exemple de question pourrait être « Pourquoi le personnage principal du récit n'a pas d'amis ?» L'idée principale pourrait être « Contradiction du personnage dans ses relations avec les autres ». La première idée secondaire serait alors « Il honore les hommes, mais il les ignore », alors que l'idée secondaire numéro 2 serait qu'il honore les femmes, mais elles se moquent de lui. Avant de continuer, voyons si tu es capable d'appliquer la matière. Sélectionne la bonne idée principale et les bonnes idées secondaires répondant à la question suivante. Peut-on dire que les personnages ont la même vision de l'amour? Pour ce qui est de l'idée principale, est-ce les personnages ont la même attitude romantique? Oui. Ou est-ce il est clair que les personnages ont la même vision de l'amour? La réponse était la première puisqu'elle répond à la question « Pourquoi ?» Pour les idées secondaires, la réponse est-elle « Le premier personnage écrit des chansons à son amoureuse et le deuxième personnage déteste les petites attentions pour exprimer son amour ?» Est-ce le premier personnage écrit des chansons à son amoureuse et le deuxième personnage a recours à la poésie pour révéler son amour? Ou est-ce les deux personnages s'aiment et les deux personnages se disent « Je t'aime » ? La bonne réponse était la deuxième puisqu'elle répond au comment de l'idée principale et elle est précise. Donc, que sont les exemples? Les exemples doivent être concrets et pertinents au texte. C'est souvent à partir d'eux que les idées sont formées. En trouvant un passage intéressant dans le texte, on peut s'en servir d'exemple à une idée secondaire. Les exemples peuvent être des citations courtes ou longues, des phrases, des sections de phrases ou des résumés d'actions provenant du texte. Les conclusions partielles, quant à elles, résument ce qui a été dit dans le paragraphe. Il reste maintenant la conclusion. C'est une partie tout aussi importante que l'intro et le développement car elle détermine le jugement final du correcteur. Elle a pour fonction de récapituler la démonstration et de la mettre en perspective. Elle est généralement composée de 3 parties. Le rappel de l'idée directive, la synthèse du développement et l'ouverture. Le rappel de l'idée directrice. En une phrase, il s'agit de rappeler le sujet posé en introduction, c'est-à-dire l'orientation de la dissertation, l'idée directrice. La synthèse de développement. C'est prévoir en synthèse une phrase complexe ou 3 phrases autonomes qui condensent le contenu de chaque paragraphe de développement. Attention, il s'agit de revenir sur les idées principales, non pas sur les idées secondaires ou encore les éléments littéraires. Aussi, il faut respecter l'ordre d'apparition des idées principales. L'ouverture propose une piste de réflexion inexplorée en lien avec le sujet susceptible d'intéresser le lecteur. Elle peut prendre différentes formes telles que la réflexion sur le sujet, un lien avec un autre sujet, la comparaison d'œuvres ayant des sujets ou des thèmes similaires, un fait historique ou d'actualité, une citation, une conséquence ou un impact, ou pousser l'idée à l'extrême. Bien qu'il y ait plusieurs façons d'écrire une conclusion, certaines formulations sont à éviter. Un souhait, un conseil ou une recommandation peuvent servir à bâtir une ouverture, mais il faut être prudent puisque ces façons de faire peuvent sembler préconçues, préfabriquées ou tout simplement
peu originales. Voici donc des exemples de formulations d'ouverture qu'il faut éviter. Et vous, qu'en pensez-vous? J'espère que vous avez aimé mon texte. Je vous suggère fortement d'aller voir ce film si vous aimez l'action. Faire des recherches et un remue-ménage d'idées avant la création du texte est primordial pour t'aider à trouver une ouverture. Plus tu auras d'idées sur ta feuille, plus il sera facile de sélectionner les meilleures pour écrire ton texte, et par le fait même, ton ouverture. Un autre élément à éviter est d'introduire de nouveaux arguments dans la conclusion. On ne doit pas proposer de nouvelles analyses de texte accompagnées de citations, mais plutôt faire un bilan de sa lecture. Voilà, tu es prêt pour ta rédaction. Si tu as encore des questions, tu peux venir nous voir à l'accord. À bientôt!